Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour continuer notre série sur Tarantino qu'on a quitté il y a quelques jours avec Pulp Fiction donc et qu'on reprend aujourd'hui avec Kill Bill comme vous l'avez vu sur la miniature. Alors je précise tout de suite que je ferai pas de vidéo sur Jackie Brown pour une simple et bonne raison, c'est que je le connais beaucoup moins que les autres. D'abord parce que je l'ai découvert récemment et ça concerne aussi Boulevard de la Mort. Donc il n'y aura pas de vidéo sur ces deux films. En revanche, on va aborder les deux volumes de Kill Bill, qu'on peut considérer comme un ou deux films. Personnellement, je les considère comme deux films, mais dans cette vidéo, on parlera des deux, parce que ça aurait pas vraiment eu de sens de faire deux vidéos. Aujourd'hui donc, on parle soit du quatrième et cinquième film de Quentin Tarantino, Kill Bill. Alors comme pour Reservoir Dogs et Pulp Fiction, on va retrouver ici une structure non linéaire. On a vu dans la dernière vidéo que ça avait plus d'intérêt pour lui parce que le spectateur va pas avoir les réponses de suite, il va d'abord se poser des questions, mais pas comme habituellement sur ce qui va se passer, mais plutôt sur ce qu'il s'est passé. Et ce qui est intéressant avec Kill Bill, c'est que ça va vraiment être une bascule dans son cinéma. C'est quelque chose qu'on avait déjà dit avec Kubrick et 2001. Et peut-être que le meilleur exemple de ça, c'est Fellini avec 8,5, qui change vraiment son cinéma. Bah là, on pourrait dire que Kill Bill, c'est un turnover pour Tarantino, parce que ses films suivants vont être beaucoup plus linéaires. Quand on regarde Inglourious Basterds, par exemple, ou même Django, ils sont construits de manière assez classique quand même, alors qu'il y a des flashbacks. Mais c'est pas du tout ce qu'on a vu précédemment. On sait que les flashbacks sont des flashbacks, et on n'a pas du mal à resituer temporellement telle scène dans le récit lorsqu'on la découvre. Et donc avec Kill Bill, on est en quelque sorte dans un mélange de ces deux périodes de son cinéma, parce que, comme on l'a dit, il y a un côté non linéaire au récit. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on se moque un peu de l'ordre chronologique des événements. C'est ce que je me disais en le revoyant, c'est-à-dire que chaque scène peut être vue indépendamment des autres, à part la toute fin bien sûr. Et en même temps, il y a quelque chose de très linéaire qui relie toutes ces séquences, et qui amène justement à cette fin. C'est l'idée de vengeance, qui est une vraie stabilité dans le récit. Et puis c'est aussi un premier volume qui se termine par un cliffhanger, l'annonce que l'enfant de Béatrix est encore vivant. C'est un procédé qui d'habitude est utilisé surtout dans les feuilletons télé, les séries télé, que Tarantino n'a jamais réalisé, mais dont il est particulièrement fan. C'est ce qu'on voit notamment dans Once Upon a Time in Hollywood. Et c'est aussi d'ailleurs un changement majeur dans son cinéma, je trouve. C'est que dans Reservoir Dogs et Pulp Fiction, on a essentiellement des séquences qui vont nous surprendre, des choses assez inattendues qui vont se produire. Mais à partir de Kill Bill, ce qu'il va surtout développer, c'est le suspense, c'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer à l'avance, mais on sait pas comment, on attend de voir comment ça va se passer. Et là, c'est ce qu'on va retrouver dès le début, dès la première scène après la générique, quand Béatrix se rend chez Vernita Green, et que le jardin de la maison est rempli de jouets d'enfants. D'ailleurs, la caméra se focalise là-dessus. Et c'est quelque chose qui annonce plus tard l'arrivée de sa fille, qui rentre de l'école, ce qui va interrompre le combat entre les deux femmes. Et la mise en scène de Tarantino, elle va mettre en avant beaucoup de détails, et ce qu'il y a d'intéressant justement avec ces détails, c'est que parfois ça entre en cohérence avec le récit, avec l'avenir proche ou lointain du récit, et parfois ça n'a strictement rien à voir. Par exemple, dans cette même scène, avant de se focaliser sur les jouets, il y a un insert sur le doigt de Uma Thurman qui sonne à la porte, et ça n'apporte strictement rien au niveau du sens dans la scène, ou alors j'ai vraiment raté quelque chose. Mais ce qu'on remarque, c'est surtout cette liberté que prend Tarantino dans la mise en scène. Ça aussi, on en a déjà parlé. Notamment les plans en plongée et en contre-plongée dès ou depuis les coffres de voiture, ce qu'il reproduit encore une fois ici. Et puis une chose vraiment unique dans son cinéma, c'est le passage en dessin animé pour raconter l'histoire d'Oren, qui est vraiment pour le coup un hommage au manga. Et donc pour revenir au plan en plongée et en contre-plongée, il y a vraiment une chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai revu le film, c'est la présence régulièrement de plans en plongée à 90 degrés. C'est quelque chose qu'on retrouve tout au long du film, et qui est pas si fréquent que ça dans son cinéma. Alors je me suis demandé ce que ça racontait dans son langage cinématographique, parce que c'est quelque chose qui est trop fréquent pour être parfaitement anodin. Déjà ça rappelle le premier plan du film, ou des deux films, sur Uma Thurman en sang à son mariage, avant que Bill ne lui tire dessus, qui à ce moment-là est presque sa vision à lui d'ailleurs.
Et du coup, ça pourrait correspondre à la vision de Bill, justement, qui contrôlerait un peu tout ce qui se passe, et ça correspond d'ailleurs à sa vision un peu détachée, qu'on retrouve jusqu'à la fin, et qui montrerait qu'il a vraiment le contrôle sur la situation. Mais je pense que de manière encore plus évidente, ça représente l'idée d'un destin, d'une sorte de fatalité qui flotte au-dessus des personnages. Et puis c'est aussi quelque chose qui permet de situer l'action géographiquement, qui permet de dépasser les murs qui séparent les personnages. C'est des plans qui rappellent la mise en scène de Brian De Palma, en particulier dans Snake Eyes. On sait en plus que Tarantino c'est un grand fan de De Palma. Et une chose qui validerait ma théorie sur le fait que ça rappelle la fatalité des personnages, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on a une plongée à 90 degrés, ensuite dans la scène, on a la mort d'un personnage. Et vraiment c'est assez impressionnant, à chaque fois que l'un des membres du groupe dont elle faisait partie meurt, juste avant on a un plan en plongée à 90 degrés. Et du coup ça développe aussi une autre théorie, qui est que c'est la vision de Uma Thurman, ou de Béatrix dans le récit, parce que c'est elle qui tue, et le seul moment où on perd ça justement, c'est à la fin, quand on ne sait pas si elle va tuer Bill, et quand elle sort de la chambre de sa fille, on a un plan en plongée, alors pas à 90 degrés, mais sur Bill, qui représente presque sa vision à elle. Et puis ces plans en plongée, on les retrouve aussi quand Béatrix est sur le point de mourir dans le 2e volume, avant qu'elle ne soit enterrée vivante. Et il pourrait aussi faire écho à un potentiel 3e volume qui a déjà été évoqué par Tarantino, et qui serait la vengeance des personnages que Béatrix a laissés en vie. Ça pourrait être la fille de Vernita Green, ou encore Sophie Fatale, une mort qui est projetée dans l'un des derniers plans du film d'ailleurs. Et ça met aussi en avant l'idée que Béatrix doit affronter un parcours semé d'embûches, parce que c'est ça Kill Bill pour le coup. C'est près de 3h30 de galère pour seulement une demi-heure, moins d'une demi-heure de vengeance. Et quand je le revois, ce qui est assez évident, c'est qu'elle affronte à chaque fois de petites morts, c'est-à-dire des moments où on peut avoir la sensation qu'elle va mourir, et que son personnage le vit comme l'approche de la mort. Elle passe d'ailleurs près de la mort à chaque combat, mais de chaque combat, elle se relève, si bien que le dernier, contre toute attente, est certainement le plus facile. Parce qu'à ce moment-là, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est pas tellement le combat, mais c'est plus les révélations de savoir ce qui s'est passé auparavant, contrairement à tout le reste du film, qui est vraiment de savoir si elle va réussir à passer à l'étape suivante. Et ce qu'on a aussi régulièrement au cours du film, c'est une réflexion sur l'honneur du combat, et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler la vidéo « L'art de se venger », et non pas l'art de la vengeance, parce que chez Tarantino, c'est pas tellement une réflexion. Tarantino il se pose pas tellement la question de la nécessité du combat. Dans ses films, le combat est toujours nécessaire à être mené, donc la question c'est jamais est-ce que mon combat est juste, ou faut-il combattre, faut-il se venger, mais plutôt comment se venger justement. Et d'ailleurs c'est ce que met en avant le titre de Kill Bill, qui met en avant un verbe, c'est l'action de combattre, de tuer, et c'est peut-être le film qui résume le mieux cette idée. Et d'ailleurs, dans la première scène après le générique, on a une phrase là-dessus, sur le principe du combat qui dit que quand un guerrier s'engage dans un combat, son seul souci doit être de vaincre son ennemi, en étouffant toute compassion, en réprimant toute émotion humaine. Et donc cette réflexion, elle va être souvent en contradiction avec une certaine conception de la morale. C'est ça qui va être intéressant d'ailleurs. Et par exemple, Bill ne va pas vouloir au début tuer Béatrix pendant son sommeil, et puis pareil pour elle, elle ne va pas vouloir tuer Vernita Green devant sa fille, c'est surtout un acte de défense quand elle le fait. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans cette première scène, c'est précisément le fait qu'on ait un retour au point de départ ensuite, à la fin, quand elle rejoint Bill et qu'ils se trouvent avec leur fille. C'est exactement la même situation parce que elle ne veut pas le tuer devant son enfant, mais cette fois c'est aussi le sien. Et puis quand elle arrive chez Bill et qu'elle découvre sa fille, il y a un jeu autour de la mort. D'ailleurs c'est un vrai jeu quand on est enfant de faire semblant de mourir, alors j'ai pas l'explication à ça. Et dans le récit ça renvoie évidemment au fait que Bill est tenté de tuer Béatrix. Et donc finalement cet attrait dramatique pour le thème de l'enfance, c'est le fil conducteur du film. Et ça renvoie à l'idée que tout ce que traverse le personnage, il le fait pour devenir un parent, en l'occurrence une mère, et aussi pour gagner une liberté. Parce que parmi tous les surnoms qui sont donnés au personnage d'Uma Thurman dans le générique, le dernier c'est Maman, et c'est quelque chose que j'ai vu comme le lien personnel de Tarantino à l'histoire, le fait qu'il a grandi seul avec sa mère,
son père l'ayant quitté juste avant sa naissance, je crois. Alors c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de parler du rapport personnel de l'auteur par rapport à son œuvre, mais là je pense que c'est assez évident pour que ce soit nécessaire, parce que toute cette histoire, on peut la voir comme une réécriture de sa propre histoire, ou plutôt de celle de sa mère, qui était infirmière, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve dans le film, avec Elle Driver qui est habillée en infirmière, ou même la femme du personnage joué par Tarantino lui-même dans Pulp Fiction, Bonnie, qui est infirmière. C'est un film qui met en scène une femme héroïque, et le meilleur exemple pour Tarantino d'une femme héroïque, ça devait sûrement être sa mère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura autant plu qu'à moi pour la réaliser. Je dois dire que j'ai vraiment apprécié revoir Kill Bill, que j'avais pas vu depuis au moins 5 ans, et que j'avais pas particulièrement aimé d'ailleurs à l'époque, mais que j'ai beaucoup plus apprécié revoir aujourd'hui. Alors si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lui mettre un pouce bleu, ou vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines, celle sur Inglourious Basterds par exemple, qui sortira prochainement. Et sur ce, moi je vous laisse sur un peu de musique, et je vous dis à très vite.